Amis de Morpheus Etica, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, le puzzle de la vérité. Alors aujourd'hui, j'ai le retour d'une dame qui s'appelle Cécilia et qui va nous parler du dysfonctionnement de la justice. Est-ce que Cécilia, elle est là? Oui, bonjour Christophe et bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux Voilà, qui regardent l'émission. voilà. Donc Cécilia, ben, tu vas nous raconter un épisode complémentaire du dysfonctionnement de la justice, d'accord? Et tu as la parole, tu nous racontes le sujet du jour. Vas-y, tu as la parole, Cécilia. Merci Christophe. Donc bonjour Christophe, bonjour à tout le monde. Voilà, bon ben écoute, on a eu l'occasion Christophe de faire une émission vendredi où j'ai raconté mes péripéties avec l'institution judiciaire et notamment avec l'expert judiciaire concernant l'audience qui s'est tenue mardi dernier, le 30 mai, devant le tribunal correctionnel. Et ben là, c'est encore un autre volet, mais c'est toujours dans la continuité de ce litige qui a démarré sur la construction de la maison. Donc, comme j'expliquais vendredi, donc il faut que je remette un petit peu quand même, je réexplique un petit peu, remettre les choses au niveau chronologique pour expliquer, parce que ceux qui n'ont pas vu la vidéo de vendredi ne peuvent pas comprendre. Donc, c'est un litige qui a débuté avec la construction d'une maison, donc en 2009. En 2009, donc, nous avons eu affaire à un constructeur de maisons individuelles, en l'occurrence, monsieur Ihsan Soissal, sujet d'origine turque, donc qui gérait l'entreprise, la SARL Les 5 éléments. Et donc, nous avons signé un contrat de construction individuelle avec plan. Et donc, ce monsieur, au début, il semblait professionnel. Et puis, au fil du temps de la construction, nous avons rencontré de nombreux problèmes avec lui. Et au bout d'un moment, il a abandonné le chantier. Et puis, en fait, il a organisé sa liquidation judiciaire et qui s'est avérée en fait être en réalité une banqueroute. Et donc, il est coutumier de ce genre de fait parce que quand on recherche dans son historique, on retrouve que ce personnage a l'habitude de créer des sociétés, d'escroquer des clients et puis de provoquer sa liquidation judiciaire. Et curieusement, un fait quand même notable, on note que c'est toujours le même mandataire judiciaire, Christian Ripper, mandataire judiciaire dont le cabinet, l'étude est située 23 rue Banasterie sur Avignon, c'est toujours le même liquidateur judiciaire qui est désigné. C'est assez curieux quand même parce que vu le nombre de mandataires judiciaires, c'est assez étonnant que le tribunal de commerce confie toujours la gestion de la liquidation au même mandataire. Or, il s'avère que, en fait, c'est une mafia organisée. Le mandataire est un franc-maçon. Ihsan Soissal, le sujet d'origine turque, gérant de la SRL Les 5 éléments, est un franc-maçon. Donc voilà, ce petit monde se connaît. Et toujours pareil, au détriment des entreprises, au détriment des clients, des particuliers. Donc voilà, ce litige donc a commencé avec la construction d'une maison individuelle, donc avec Ihsan Soissal, sujet d'origine turque qui gérait les 5 éléments. Il a abandonné le chantier. La maison était en fait mal implantée, c'est quand même très très grave parce que la maison devait être en fait démolie. Et donc voilà, il a abandonné le chantier, il nous a donc escroqué. On avait signé un contrat, donc nous avions versé de l'argent. Et donc cet individu nous a assignés devant le tribunal judiciaire d'Avignon. Donc, le tribunal judiciaire d'Avignon a désigné un expert judiciaire, en l'occurrence l'expert judiciaire que j'ai nommé vendredi, qui m'a poursuivi pour injure publique, donc Jean-Christophe Nozière, un mafieux, un expert judiciaire mafieux. Voilà, il faut appeler il faut qualifier les gens ont peur. Moi, je n'ai pas peur, je les nomme, je les identifie, je montre leurs photos et je les désigne comme des criminels. Donc, il y a eu donc cet expert judiciaire qui a été désigné. Donc, il y a eu une expertise. L'expert judiciaire a été désigné par référé du 28 octobre 2009.
Donc, cet expert a rendu un rapport totalement tronqué, totalement mensonger, avec des mensonges, mais évidents. C'était comme un nez au milieu de la figure, quoi. Nous avons pu démontrer, par exemple, pour te donner quelques petits exemples factuels, il a dit, par exemple, qu'il y avait 32 puits de fondation pour la construction. Or, nous avions le procès-verbal de l'étude de sol qui indiquait qu'il y en avait 22, donc 10. Pourquoi 32? Parce que le mafieux turc, Ihsan Soysal, avait facturé 32 puits. Il a chiffré l'erreur d'implantation de la maison à 4 000 €, alors que la jurisprudence est constante en la matière. La construction devait être démolie et le constructeur devait reconstruire l'édifice. Bien évidemment, il a créé sa liquidation judiciaire, il ne pouvait plus reconstruire la maison. Donc, à partir de là, donc l'expert, donc il a rendu ce rapport totalement mensonger. Ce rapport mensonger a été pris en compte par la justice parce que, comme j'expliquais vendredi, Christophe, nous avons demandé à l'avocate Patricia Cardin, qui était également impliquée dans l'association de malfaiteurs, Patricia Cardin, avocate au barreau d'Avignon, qui n'a bien évidemment pas demandé d'expertise judiciaire. Donc, l'expertise de monsieur Jean-Christophe Nozière a été validée. Nous avons tenté, tant bien que mal, de contester, mais la justice obtuse et fermée à toutes nos récriminations, donc n'a pas donné suite. Donc nous avons, nous, de notre côté, demandé une expertise à titre amiable qui est autant valable qu'une expertise judiciaire, parce que maintenant ça a changé au niveau de la loi. Une expertise amiable est valide devant la justice. Et l'expert Hachi Trombini. Donc cet expert a démontré A plus B que l'expertise de monsieur Jean-Christophe Nozière était totalement erronée. La maison devait être démolie, il y avait bien 22 pieds, non 32, c'était bien un contrat de construction avec plan, de maison individuelle avec plan et non sans plan, comme l'a fait valoir monsieur Jean-Christophe Nozière. Voilà, donc sur le fondement de cette expertise judiciaire fallacieuse et inique, nous avons été condamnés. Donc, devant le tribunal d'Avignon, nous sommes allés en appel. Les juges mafieux de Nîmes nous ont condamnés, ont validé. Pour te dire, ils étaient sûrs du résultat, puisque l'avocat, donc à ce moment-là, Christian Ripper, le mandataire judiciaire, est intervenu dans la procédure. Et donc l'avocat du mandataire judiciaire n'est même pas venu plaider le dossier devant la chambre civile de la cour d'appel de Nîmes. Donc ils savaient très bien qu'ils allaient obtenir de gain de cause, parce que la fraternité, les relations franc-maçonniques, donc voilà. Donc, à partir de là, nous avons été déboutés. Nous sommes allés en cour de cassation. L'arrêt de la cassation était un petit peu assez ambigu parce que dans les motivations de la cour de cassation, ils sous-entendaient que nous étions victimes. Mais cependant, ils n'ont pas quand même retenu notre pourvoi. La décision a été définitivement actée. Donc, à partir de là, nous avons déposé une plainte simple auprès du procureur de la République d'Avignon. Monsieur, je tiens quand même, Christophe, à remontrer la photo quand même du chantier qui avait été abandonné à l'époque. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà le chantier qui avait été abandonné et qui avait été chiffré par l'expert judiciaire mafieux à 456 642,51. C'est pour dire le prix d'une maison terminée, d'une maison, luxueuse et fastueuse. Je précise que le devis que nous avions signé, ce n'était pas du tout ce montant. Mais ce montant se calque sur les demandes de monsieur Ihsan Soysal, le mafieux turc. Donc l'expert s'est calqué sur les demandes du mafieux turc, afin qu'il obtienne gain de cause devant la justice. Donc, c'est assez édifiant quand même. Hein. Donc, à partir de là, pardon. Mais là, la question que je pose, pourquoi il demande une indemnité comme ça à toi? Pourquoi il demande ça à toi? Parce que c'est une escroquerie. Oui, mais bien sûr, mais là, il motive, il est constructeur, d'accord? Il se met en liquidation.
Pourquoi c'est à toi et à ton homme à qui il demande de l'argent? Le motif, il a motivé ça sur quoi? Parce il a considéré que nous étions en défaut de paiement. En défaut de paiement. Or, je Voilà. précise qu'un CCMI, voilà, un défaut de paiement qui s'est avéré totalement mensonger. Parce que nous avons pu démontrer que nous avions payé. Nous Voilà, avons c'est ça. pu. C'est pour ça que je voulais le motif qu'il avait invoqué, d'accord? Pour aller chercher Voilà, le le mensonge motif, c'est d'origine, ça. d'accord? D'accord. Je comprends Voilà, mieux donc maintenant. le motif, c'était le défaut de paiement. Donc, à partir de là, nous avons déposé une plainte auprès de monsieur le procureur de la République d'Avignon, Philippe Guémas, le mafieux, Philippe Guémas, procureur de la République mafieux et corrompu. Voilà. D'accord. Lui, il n'a pas donné suite à notre plainte. Donc, voilà, nous n'avons plus de nouvelles de notre plainte. Donc, lorsque nous avons demandé les suites de notre plainte, donc il avait demandé, il avait classé sans suite. Et À partir de là, donc, pardon, pardon, cette plainte-là, elle date de quelle année? Elle est en quelle année, cette plainte-là? la plainte, c'était aux environs, je n'ai pas en mémoire la date, mais je crois aux alentours de 2016. De D'accord. 2016. Pour la situer à peu près, quoi. D'accord. Voilà, 2016. Voilà. Donc, Monsieur Philippe Guémas a classé notre plainte simple sans suite. À partir de là, donc, nous avons déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal d'Avignon. Et là, donc, une ordonnance de consignation a été ordonnée, donc signée. Nous avons versé une consignation. Et à partir de là, donc, une juge d'instruction, Madame Constance de Franceschi, du tribunal judiciaire d'Avignon, a été désignée. Bon, nous avons attendu. Il ne se passait rien. Nous avons écrit à la chambre de l'instruction, nous étonnant de ce silence assourdissant de la juge d'instruction. Et là, Madame Constance de Franceschi, suite à la chambre de l'instruction qui a dû lui dire, il faudrait se bouger un petit peu, elle nous a convoqués une heure, une seule fois pour un dossier, écoute-moi bien Christophe, tentaculaire qui impliquait à minima une dizaine de mises en cause. Il y avait le constructeur, il y avait l'expert, il y avait l'avocate de notre avocate, il y avait l'avocate du constructeur turc, il y avait le mandataire, il y avait une dizaine de personnes qui étaient impliquées dans ce dossier tentaculaire. Donc, Madame Constance de Franceschi a estimé qu'une heure, une seule fois, c'était suffisant pour enquêter sur un dossier aussi complexe. Donc, voilà, le temps a passé et nous demandions des actes parce que je précise quand même, nous avions pris un avocat censé être un ténor du barreau, Gérald Pandelon, qui s'est avéré être un escroc de premier plan. D'ailleurs, il est impliqué dans l'affaire de Monsieur Sarkozy. Il est impliqué dans un dossier aussi des navettes du Frioul. Voilà, donc c'est une affaire ancienne, mais bon, peu importe, c'est quand même un avocat sulfureux. Il a été impliqué dernièrement, il est mis en examen actuellement par le parquet national financier. Donc, monsieur Gérald Pandelon, il a un cabinet sur Paris et un cabinet sur Aix-en-Provence. Donc, j'ai déposé plainte également contre cet avocat mafieux. Donc, cet avocat n'a rien fait. Il s'est avéré que c'était un franc-maçon notoire, un ami de monsieur Bauer, le grand franc-maçon nationalement connu. Et donc, voilà. Donc, il ne s'est rien passé. Cet avocat n'a rien fait. Donc, moi, j'ai fait des courriers à la juge pour demander des actes. Donc, Madame Constance de Franceschi, toujours la même réponse. Elle rejetait toutes nos demandes d'actes. Toujours pareil. Donc, voilà, nous avons fourni le rapport totalement mensonger et X pièces de preuves qui démontraient, la preuve A plus B que nous étions victimes dans cette affaire. Donc, Madame de Franceschi n'a rien fait, a tout étouffé. Elle a couvert cette association de malfaiteurs en bande organisée et donc, elle a rendu un non-lieu en date du 3 février 2020. Donc,
Ce non-lieu a permis, en fin de compte, d'acter définitivement, je veux dire, la protection de ces malfaiteurs et également de permettre une escroquerie au jugement. Donc, Madame de Franceschi est coupable de parjure et de prévarication, puisqu'elle a rendu un non-lieu inique et elle a permis une escroquerie au jugement en bande organisée. Donc, à partir de là, donc, je précise quand même que donc Madame de Franceschi a fait obstacle à la manifestation de la vérité au titre de l'article 434-4 du code pénal. Elle ne s'est pas conformée à l'article 81 du code de procédure pénale qui lui impose de faire des actes pour aboutir à la manifestation de la vérité. Elle a rejeté tous nos actes. Elle n'a pas pris en compte des pièces irréfragables de preuve, comme notamment le rapport judiciaire et plein d'éléments. La lettre, attends Christophe, ça c'est la perle. Alors, elle a eu connaissance, Madame de Franceschi, d'un courrier qui mérite quand même une particulière attention. Voilà, donc le courrier du mafieux Hissène Soissal, le gérant de la SRL 5 éléments. Alors, dans ce courrier, je vais juste résumer les quelques lignes. Voilà, il dit dans ce courrier, à ce jour, vous n'avez toujours pas réglé la somme de 32 444 € sur le devis numéro 2007/168 du 29 juin 2007 sur le marché de 295 000 € 244. Vous savez très bien que vous ne pourrez rien faire contre nous. Pour cela, nous vous proposons un accord transactionnel amiable de 70 000 € en espèces pour vous laisser tranquille. Abandonnez toute poursuite à votre rencontre et vous évitez des ennuis judiciaires et autres. En cas de refus, nous serons contraints de vous réclamer officiellement le montant de 372 322,51 €. Voilà, ce courrier a été porté à la connaissance de Madame Constance de Franceschi, juge d'instruction assermentée. Ce courrier a été porté à la connaissance de Monsieur Philippe Guémas, procureur de la République mafieux, désormais parti à la retraite d'Avignon. Philippe Guémas. Ce courrier a été porté à la connaissance de Monsieur Éric Morel, procureur de la République de Nîmes. Nous lui avons demandé la réouverture à lui, à Monsieur Guémas, à Madame Françoise Pierry-Gauthier, procureure générale de la Cour d'appel de Nîmes. Nous avons demandé à toutes ces personnes du milieu judiciaire de réouvrir notre dossier au titre des articles 189 et 196 du Code de procédure pénale. Et ces personnes-là, assermentées, ont tout simplement gardé le silence pour permettre… Il n'y a même pas eu de réponse. Il n'y a même pas eu de réponse. Même pas de réponse, absolument pas. Et j'ai la trace, j'ai plusieurs courriers, lettres recommandées, des demandes de réouverture. Madame Constance de Franceschi, X courrier. Monsieur Éric Morel, procureur de la République de Nîmes. Monsieur Philippe Guémas, procureur de la République d'Avignon. Madame Françoise Pierry-Gauthier, procureure générale de Nîmes. Toutes ces personnes, il y a des traces. Et ça ressortira tôt ou tard. Que ces personnes le veuillent ou ne le veuillent pas, ça ressortira tôt ou tard. Et cette vidéo, justement, permet d'en garder une trace. Voilà, de démontrer que ce dossier est tout simplement une affaire politico-financière. On cherche absolument à nous abattre, moi et mon mari, et plus particulièrement moi, parce que je ne me laisse pas faire, mon mari non plus, mais moi j'ai fait du droit, donc je ne me laisse pas faire et je ne me laisserai jamais faire, jamais faire. Je dénoncerai toutes ces pratiques mafieuses, toutes ces forfaitures, c'est inadmissible, c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime imprescriptible. Est-ce que tu peux redonner le nom
pour que les gens l'aient une deuxième, une troisième fois, une quatrième fois, le nom de l'entrepreneur qui fait ces escroqueries-là, le Turc. Tu peux donner son nom encore? Alors, Ihsan Soisal, Ihsan, I-H-S-A-N, c'est son prénom, Soisal, S-O-Y-S-A-L. C'est un sujet d'origine turque. Il est sur Avignon. Est-ce que les gens, s'ils font une recherche sur Internet en tapant son prénom et son nom, ils sont capables de trouver des procédures qu'il a provoquées ou pas? T'as déjà fait Je n'en ai franchement aucune idée, je ne sais pas, parce que je ne maîtrise pas au niveau des… Voilà, je ne sais pas, mais probablement. Je pense que oui. Je pense qu'il y a des traces, oui, je pense qu'il y a des traces. D'accord. Parce qu'il a fait beaucoup de procédures et j'ai eu connaissance d'une procédure sur Aix-en-Provence où les gens ont tout perdu. Et curieusement, il obtient toujours gain de cause devant la justice. C'est un individu qui est analphabète, il est analphabète, mais il est protégé, il est soutenu, et notamment par le mandataire judiciaire que j'indiquais tout à l'heure, Christian Ripper, qui est toujours en activité. Christian Ripper, mandataire judiciaire sur Avignon, rue Banasterie. C'est un escroc de premier plan, un escroc, un franc-maçon de premier plan. Alors lui, il a bénéficié d'une escroquerie au jugement. Et là, justement, l'affaire que je vais narrer maintenant, qui va avoir lieu au tribunal correctionnel en cour d'appel de Nîmes, ben là, il a porté plainte contre nous. Cet individu, escroc, notoire, franc-maçon, avec la juge d'instruction, a porté plainte. Ils ont porté plainte tous les deux contre nous. Donc voilà. Donc et la plainte c'est quoi le motif de la plainte exactement? C'est insulte publique? Alors je continue justement le déroulé de mon affaire, de mon histoire. Donc quand il y a eu le non-lieu qui a été rendu par Madame Constance de Franceschi, j'ai, suite à tous les errements et les manquements qu'elle a commis au titre de l'article 81 du code de procédure pénale, elle a fait obstacle à la manifestation de la vérité au titre de l'article 434-4 du code pénal. Elle a refusé tous nos actes, toutes nos demandes d'actes. Elle n'a pas tenu compte de toutes les pièces objectives que nous lui avons communiquées. Donc, à partir de là, suite au non-lieu, moi, je lui ai écrit plusieurs courriers à Madame Constance de Franceschi et je lui ai dit que c'était inadmissible de la façon dont elle s'était comportée et le non-lieu inique qu'elle avait rendu, que c'était une criminelle, une délinquante tout simplement, qu'elle n'avait pas fait son travail, qu'elle était payée avec nos impôts, avec nos deniers et que son rôle était de rendre la justice et non protéger une association de malfaiteurs. J'ai écrit également au mandataire judiciaire. La juge, je n'ai pas sa photo. Très certainement, ces gens-là, ils ont tellement de crimes sur le dos qu'ils évitent de mettre leur photo. Donc, le mandataire judiciaire, je veux bien que tout le monde retienne son visage, voilà, parce que c'est un criminel. C'est un escroc franc-maçon, il est sur Avignon. Donc, à partir de là, j'ai adressé des courriers à Maître Christian Ripper, mandataire judiciaire, et à Madame Constance de Franceschi, pour leur expliquer que c'était inadmissible, que tout ce qui s'était passé, il y avait une violation du droit, on avait fait obstacle à la manifestation de la vérité, que ce n'était pas possible. C'était une république bananière, là, c'est pas une justice, là. Donc, à partir de là, ces gens-là, ils se prennent pour des dieux, manifestement. C'est ce qu'on notamment la juge d'instruction à l'École nationale de la magistrature. Mais là, je m'épancherai un petit peu plus sur ce point-là tout à l'heure parce que j'ai quand même des doutes sur les diplômes qu'ont eu ces gens-là. Parce que tout à l'heure, je vais montrer des soit transmis, écrits par Madame Constance de Franceschi, qui est à la limite de l'analphabétisme. Je ne sais pas si c'est un mot très français. Elle est à la limite d'être une analphabète. Voilà, je montrerai tout à l'heure. Donc, on leur enseigne à l'École nationale de la magistrature qu'ils sont des dieux, ils sont tout puissants et qui détiennent le pouvoir. Donc, Madame Constance de Franceschi n'a pas apprécié mes courriers. Maître Christian Ripper, mandataire judiciaire, n'a pas apprécié mes courriers. Et donc, ils ont déposé plainte. Et puis, un beau jour, j'ai eu la surprise de voir débarquer la brigade de recherche de la gendarmerie
qui est venu me convoquer. Ben, j'ai dit aux gendarmes, écoutez, il n'y a pas de souci, je suis victime dans cette histoire, je me présenterai à la gendarmerie à la date prévue, moi et mon époux, et il n'y a aucun souci, je vous apporterai quelques pièces qui démontrent cette supercherie et cette escroquerie en bande organisée. Donc, nous nous sommes présentés à la gendarmerie avec mon mari, nous avons été mis en garde à vue, nous avons été entendus pendant plus d'une journée, une journée, où nous avons fourni pas mal de pièces aux enquêteurs, qu'ils ont, entre nous soit dit, compris que nous étions victimes. Ils nous ont vraiment... ils ne nous ont pas malmenés parce qu'ils ont compris que nous étions vraiment victimes d'une organisation mafieuse. Donc, par la suite, monsieur Philippe Guémas donc, a une précision quand même. Lors de notre audition, nous avons indiqué avec mon époux que justement, nous avions relevé qu'il était étonnant que monsieur Philippe Guémas mène cette enquête, étant donné qu'il y avait un conflit d'intérêts manifeste, puisque monsieur Philippe Guémas est le même procureur de la République qui a rendu des réquisitions à des fins de non-lieu concernant notre plainte. C'est le même procureur qui avait rendu, qui avait classé sans suite notre plainte pour escroquerie en bande organisée. C'est le même procureur qui a rendu des réquisitions à des fins de non-lieu concernant la plainte qu'instruisait, entre guillemets, Madame Constance de Franceschi. Et donc, il était juge et partie. Il y avait un conflit d'intérêts manifeste dans ce dossier. Donc, nous avons soulevé cela. Et donc, là, à partir de là, monsieur Philippe Guémas s'est déchargé du dossier. Il a écrit à Madame Françoise Pierry-Gauthier, la procureure de Nîmes, procureure générale de Nîmes, qui a, curieusement, confié le dossier à monsieur Morel. Non, c'est tout à fait normal. Alors que monsieur Morel était également visé par un conflit d'intérêts. Tant elle, Madame Françoise Pierry-Gauthier, que monsieur Éric Morel, dans la mesure où, comme je l'expliquais tout à l'heure, tous les deux, ils ont été saisis par nos soins pour leur demander de réouvrir le dossier de la plainte avec constitution de partie civile qui avait fait l'objet d'un non-lieu. Et avec des pièces, ils ont eu des pièces. On leur a fourni multitude de pièces. Et monsieur Éric Morel et madame Françoise Pierry-Gauthier, donc, ils sont également visés par un conflit d'intérêts. Et madame Françoise Pierry-Gauthier a confié le dossier à qui? À monsieur Morel. Et monsieur Morel, ben, vent debout contre nous. Donc, ben, il nous a poursuivis. Il nous a poursuivis. Donc, nous avons donc été... nous avons reçu donc une citation directe suite à ces plaintes, aux plaintes des deux personnages, Madame Constance de Franceschi, juge d'instruction mafieuse, et Christian Ripper, mandataire judiciaire véreux et mafieux. Nous avons reçu une citation directe. Mais attends, Christophe, voici la citation directe. Alors, la citation directe ne comporte donc citation à prévenu. Oui. Mais la citation directe ne comporte, c'est quand même assez fort de café, ni signature. D'accord. Et tu l'as reçu en recommandé? Tu l'as reçu comment, cette lettre? Non, c'est délivré par voie d'huissier. C'est un huissier qui me l'a signifié. Donc, il n'y a pas de signature du procureur. Le procureur n'est pas identifié. On ne sait pas qui me poursuit. On ne sait pas. Il n'y a pas son nom? Il n'y a pas son nom au procureur? Non, il n'y a pas son nom. Non, non. Il est indiqué. Il est indiqué. Il y a un vice de forme. À la demande de monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes. On ne sait pas s'il s'appelle monsieur Dupont, monsieur Dubois, monsieur Tartampion. On ne sait pas. Donc, le nom du procureur n'est pas identifié. Or, je rappelle qu'un acte juridique doit obligatoirement comporter le nom de son auteur. La jurisprudence est claire sur ce point. Pour accorder validité et force probante à l'acte juridique, le nom donc du procureur n'est pas indiqué. Le magistrat, on ne sait pas qui c'est. Il n'y a pas de tampon de l'autorité judiciaire. Il n'y a pas de signature. Ouais, absolument. Donc moi, un torchon comme ça. S'il y a une entête,
est-ce qu'il y a une entête en plus, une entête judiciaire avec la République? Non, non, D'accord, d'accord. Donc, non, ouais, d'accord. Là, c'est absolument rien. Un torchon comme ça, n'importe qui, toi, moi, n'importe qui, on peut faire ça. ouais, d'accord, d'accord. N'importe qui peut fabriquer un tel document, ce qui n'a aucune valeur juridique. C'est un torchon, tout simplement. Et mon mari a reçu la même chose, tous les deux. Pareil, pas de signature, pas de cachet de l'autorité judiciaire, pas de signature, pas d'identification de l'auteur de l'acte et du procureur, rien, aucune valeur. D'accord. Alors, donc, c'est marrant parce qu'il y a une loi qui dit que la novation ne se présume point, elle doit clairement résulter de l'acte. Et toi, tu as un acte où il n'y a rien, il n'y a pas de nom. D'accord, hein? Tout à fait, tout à fait. Donc, premier point. Donc, nous avons été cités à comparaître donc le 2 décembre 2022, donc en fin d'année dernière, sur le fondement de ce torchon, sur le fondement d'un conflit d'intérêts, l'enquête de monsieur Philippe Guémas, parce que quand ils nous ont poursuivis sur Nîmes, ce n'est plus le même procureur, c'est monsieur Philippe Guémas qui s'est déchargé, c'est monsieur Morel qui a été désigné, Éric Morel, le procureur de la République de Nîmes. Mais le procureur de la République de Nîmes s'est servi de l'enquête de monsieur Philippe Guémas, celui-là même qui est dans le dossier. Il fait un courrier où il dit qu'il est obligé de se décharger du dossier puisqu'il est visé personnellement. Et que pour une justice loyale et impartiale, il est obligé de faire délocaliser le dossier. Donc, madame Françoise Piry-Gauthier a estimé que là, pour que la loyauté et l'impartialité étaient respectées avec monsieur Éric Morel. Mais allons donc, mais on se moque de qui? On prend les justiciables pour des ilotes, pour des demeurés. Or, je rappelle à ces gens-là que nous ne sommes pas, nous, les consorts Villano, nous ne sommes pas des demeurés. Non, nous sommes des gens honnêtes, nous sommes des gens intègres, nous sommes des gens déterminés, nous sommes des gens combatifs et nous sommes des gens qui détenons des preuves. Alors, ça suffit maintenant, toute cette mascarade. Donc voilà, pour en revenir donc à la citation, nous avons été cités le 2 décembre 2022 sur la base de la citation que j'ai évoquée qui n'a aucune valeur juridique, donc pas de nom du procureur, pas de signature, pas de cachet de l'autorité judiciaire, sur le fondement d'une enquête totalement à charge et viciée par un conflit d'intérêts mené par monsieur Philippe Guémas, qui était le procureur d'Avignon, là où exerçait la même juge d'instruction. Comment veux-tu que ça tienne juridiquement, étant donné que le procureur, il exerçait dans le même tribunal où exerçait madame Constance de Franceschi qui a déposé plainte contre nous? Des magistrats qui se côtoient en permanence. Elle est où là, la loyauté et l'impartialité de la justice? Elle est où là? Alors que le dossier, il aurait dû être délocalisé en dehors, vers une autre juridiction. Or, je rappelle que Nîmes, la procureure générale de Nîmes, c'est elle le chef de la juridiction d'Avignon. Donc là, c'est elle qui supervise tout ce qui se passe à Avignon. Donc, leur petite salade, ils la gardent entre eux. Et ils se disent, on va les condamner, on va les spolier, on va tout leur curer, tout leur voler. Et comme ça, on va les faire taire. C'est surtout des mécanismes qui se mettent en place. Donc après, moi je pense qu'il y a au-delà de comment dirais-je d'une perversité, c'est ces fameux mécanismes juridiques, d'accord, qui sont pervers. C'est le mécanisme lui-même, d'accord. Et ça c'est ce qui permet toutes ces dérives en fait. Moi ça m'attriste ce genre de situation. Bien évidemment, mais ça ne peut, écoute Christophe, ça ne peut plus perdurer, c'est allé trop loin maintenant, trop loin, trop loin. Cette avidité doit cesser. Au bout d'un moment, quand on va trop loin, il arrive un moment où il y a un mur en face. Et là, c'est dénoncer. L'avantage des réseaux sociaux, ça a des avantages et des inconvénients, parce que c'est vrai que il faut le dire,
Il faut l'admettre, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui racontent un petit peu n'importe quoi et il y a des gens qui se font passer pour ci, pour ça. Mais il y a quand même des gens, et j'estime que j'en fais partie, que tu en fais partie, j'en fais partie avec mon mari, il y a des gens qui sont solides psychologiquement, solides intellectuellement et qui ne racontent pas des salades et qui montrent des pièces. Il y a des pièces, ce n'est pas des élucubrations, ce sont des faits objectifs que nous pouvons démontrer. Ce n'est pas des affabulations comme ils prétendent, je veux dire, ils utilisent tout le temps ce terme de complotiste en parlant des réseaux sociaux. Mais sur les réseaux sociaux, il y a de tout. Il y a des gens qui sont fiables et il y a des hurluberlus. Et nous n'en faisons pas partie parce que là, je veux dire, c'est criant de vérité, les documents que je montre. Des documents, une citation qui n'est pas signée, qui n'est pas tamponnée. Le magistrat ne s'identifie pas. Pourquoi il ne s'identifie pas? Parce qu'il y a un problème. Il ne veut pas que son nom apparaisse parce que le dossier est complexe. Et monsieur Éric Morel, dans une des pièces du dossier, il indique, il y a un courrier que j'ai intercepté, que j'ai vu dans le dossier, il dit à l'avocat Olivier Maurice, un escroc au jugement, c'est un escroc de première, c'est l'avocat de madame Constance de Franceschi, il dit à maître Olivier Maurice, ce dossier est plus complexe que ce qui n'y paraît. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et curieusement, son nom n'apparaît pas sur la citation. Ça veut dire qu'il y a un gros problème. Donc, tout le monde se couvre. Tout le monde se couvre. Donc, la citation était fondée, la citation en justice était fondée donc sur la citation à prévenu qui était irrecevable, irrégulière, sur une enquête totalement viciée. Et le clou de tout ça, c'est les PV. Les PV. Il s'est avéré que madame Constance de Franceschi, juge d'instruction, en fait, elle ne s'était jamais rendue au commissariat le 25 novembre 2020 comme elle l'avait prétendu. Alors que l'enquête qui a été menée par la brigade de recherche, lorsque nous avons été entendus à la gendarmerie, donc l'enquête était fondée sur un procès-verbal en réalité mensonger. Puisque voilà la version numéro 1, je ne sais pas si on voit bien, la page 1, la page 2 et la page 3, pas de signature. Pas de signature. Alors que c'est évident, tout le monde sait que quand tu vas déposer plainte, n'importe quel kidam justiciable qui va déposer plainte au service de police, on te fait signer ton PV d'audition, ton procès verbal de plainte, et tu en as une copie. Là, le 25 novembre 2020, le commandant de police du commissariat d'Avignon, monsieur Serge Salté de Sablé, commandant de police à Avignon, en fait, il a menti. L'article 429 rappelle que tout procès-verbal n'a de valeur probante que si l'officier de police judiciaire qui dresse le procès-verbal a vu, entendu ou constaté personnellement les faits qui retranscrits dans le procès-verbal. Or, lui, il indique dans le procès-verbal d'infraction numéro 00720/2020-01-1947, nous, Serge Salté de Sablé, commandant de la police nationale en fonction à Avignon, nous trouvons au service, agissant en matière d'enquête préliminaire, entendons Constance de Franceschi, juge d'instruction en fonction au TJ de Avignon, qui déclare, donc ça veut dire que ce jour-là, il a rencontré. Or, il est démontré A plus B que c'est faux. Ce commandant de police a menti. Et comment, mais ça, comment tu peux le construire? Comment tu amènes la preuve qu'il a menti? Tu t'appuies sur quoi pour ça? Mais attends, il y a la suite. Donc, voilà la version 1. Voilà la version 2. Le même procès-verbal, cette fois modifié. J'ai surligné en rouge et en jaune. Là, alors, il y a une espèce d'autographe, de gribouille. D'accord. Et là, alors, il y a des modifications.
Là, il y a des modifications par rapport à la version 1. Et alors, c'est Voilà quoi comme… la page 3. D'accord. Et c'est Ça, quoi c'est comme la type de version 2. modification? La version 2, Pardon? t'as quoi comme exemple de modification dans la version 2? Ben, des phrases rajoutées par rapport à la version 1. Des Ouais, phrases. Des phrases, voilà, des précisions, des termes qui n'apparaissaient pas dans la version 1, qui apparaissent dans la version 2, des signatures, des termes qui ont été rajoutés. Ensuite, d'accord. la version 3. Ah, c'est une affaire rocambolesque. Voilà la version 3. D'accord. La version 3, il n'y a pas particulièrement de modification, voilà, mais toujours pas signée. Ouais. Elle n'est pas signée. Donc, il y a une enquête. Elle a déclaré aux enquêteurs, Monsieur Pascal Poyatos, enquêteur de la brigade de recherche, elle lui a indiqué qu'elle avait déposé plainte. Monsieur Philippe Guémas, procureur de la République, a indiqué au directeur d'enquête qu'il a eu connaissance de la plainte déposée par Madame de Franceschi. Ça veut dire que Madame de Franceschi a menti. Ça veut dire que Monsieur Philippe Guémas, procureur de la République, a menti. Ça veut dire qu'il y a eu une enquête de police, de gendarmerie sur des mensonges. Et ça veut dire qu'il y a eu une citation, on a été cité à comparaître sur des mensonges. Sur un procès verbal inexistant. Voici la version 4. La version 4. Alors, il y a des numéros qui apparaissent, des tampons qui apparaissent, des signatures qui ne sont plus au même endroit. Parce que rappelle-toi, à la version que je t'ai montrée, la version 2, la signature était tantôt à droite, elle est tantôt à gauche. Et je suppute que ce n'est même pas la juge d'instruction qui a signé. On a signé pour elle. C'est des arrangements, des petits arrangements fraternels. Voilà. Donc, la version 3. Mais alors, une petite question. Non, la version 4. La version 4, pardon. Est-ce que le document, il est daté à chaque fois de la même date? Oui, oui. D'accord. Non, parce que c'est ça qui est assez original. Le 25 novembre à 9h17. Donc, monsieur le commandant Serge Salté de Sablé, commandant de police, donc, le 25 novembre 2020 à 9h17, une fois c'est ça. Ouais. Une fois c'est ça, à la même date. D'accord. Et après, donc il y en a 4, mais alors, pour que moi je comprenne, puis que les gens comprennent, comment tu as fait pour avoir 4 exemplaires différents avec la même date dans le temps? T'as fait quoi? T'as demandé des copies? T'as fait quoi? Oui, parce que quand on a été donc cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Nîmes à la demande d'un procureur fantôme, inconnu, dont on ne sait pas le nom, on ne sait pas si c'est Monsieur Morel, on suppose que c'est Monsieur Morel, le franc-maçon bien défavorablement connu des justiciables. Je suppose que c'est lui, parce que c'était lui, à cette époque-là, qui était procureur de la République. Mais il s'est bien gardé de mettre son nom sur des actes pour ne pas éventuellement engager sa responsabilité si un jour le vent tournait. Et donc, nous avons demandé communication de notre dossier. Et donc là, quand nous avons eu communication de notre dossier, c'est là que nous avons découvert ces pépites, 4 procès-verbaux, donc le procureur Éric Morel qui indique à l'avocat Philippe Maurice, ce dossier est plus compliqué que ce qui n'y paraît. Voilà des pépites de ce genre-là. Voilà. Eh ben, dis donc, c'est un dossier qui est lourd, hein? Ah, c'est sulfureux, hein. C'est un dossier criminel, comme je t'ai expliqué. C'est un dossier politico-financier. Donc là, nous avons été donc jugés donc le 2 décembre 2022, donc l'année dernière, et l'audience a duré 4 heures. Nous avions donc en face de nous l'avocat. Donc ça, c'est l'avocat Jean-Marie Chabot.
Ça, c'est l'avocat du mandataire judiciaire Christian Ripert. Lui, c'est Jean-Marie Chabot, avocat à Nîmes. Il fait partie du barreau de Nîmes. C'est un escroc au jugement, puisqu'il a soutenu, je veux dire, une procédure sur le fondement d'une citation qui n'est pas signée et surtout, le plus grave, sur des procès-verbaux falsifiés. Et l'avocat de Madame la juge d'instruction, c'est Olivier Maurice, l'avocat bien connu du barreau de Paris, notamment dans l'affaire Karachi, dans l'affaire de Mohamed Merah, Robert Boulin, le procès de la scientologie. Voilà, c'est un avocat qui est très médiatisé, un soi-disant ténor du barreau. Soi-disant parce que moi, j'ai constaté avec mon mari le 2 décembre 2022, quand nous avons été jugés, c'est que du vent, quoi. C'est du blabla. Du blabla, voilà. Rien de convaincant, quoi. C'est que des arrangements fraternels. Et précision quand même utile, c'est que cet avocat, Olivier Maurice, donc, est payé avec nos deniers, avec nos impôts, puisque Madame Constance de Franceschi, qui se dit victime, qui a déposé plainte, donc elle bénéficie de ce qu'on appelle une assistance judiciaire. Donc, c'est le ministère de la Justice qui paye les honoraires de son avocat, Maître Olivier Maurice. Et je rappelle que les honoraires de Maître Olivier Maurice, ce n'est pas des honoraires, ce sont des honoraires, je veux dire, c'est pas des honoraires qui sont à la portée de n'importe quel justiciable. Ce sont des honoraires mirobolants, qui ne sont, à mon sens, pas justifiés, mais ce sont des honoraires qui se chiffrent en milliers d'euros. Donc, Madame Constance de Franceschi, juge mafieuse et faussaire, qui n'a jamais en réalité déposé plainte, le 25 novembre 2020. Donc, elle se dit victime. Une enquête a été menée sur le fondement en fait, de procès-verbaux falsifiés. Et en fait, elle n'a en réalité jamais déposé plainte, puisque quand l'enquête a été diligentée par Monsieur Philippe Guémas, il n'y avait pas de plainte, puisqu'à partir du moment où un procès-verbal de plainte n'est pas signé, c'est comme s'il n'y avait pas de plainte. Voilà. Oui, donc, et Madame Constance de Franceschi donc fait payer ses honoraires avec nos impôts. Donc c'est une escroquerie phénoménale, monumentale, au mépris, au détriment des justiciables et des contribuables français. Voilà ce qui se passe. Et tout ça, il faut le dénoncer. Donc je suppose que les honoraires de Maître Olivier Maurice, qui est venu défendre sa chère cliente, Madame Constance de Franceschi, en première instance, là maintenant en appel, qui descend de Paris, je veux dire, il se fait payer son hôtel, ses restaurants, donc ça doit se chiffrer en milliers d'euros. Donc là, il y a escroquerie. Donc moi, j'ai informé le ministère de la Justice, j'ai informé toutes les hautes instances en disant que c'était inadmissible que nos impôts y servent à de tels escrocs. Voilà. Oui. Donc, à partir du 2 décembre 2020, donc nous avons été entendus, mon mari et moi, pendant 4 heures. Les deux avocats ont fait leur baratin, leur plaidoirie pompeuse. Et donc, Madame, la substitut du procureur, Madame Adélaïde Galtier, du parquet de Nîmes, a demandé notre condamnation. Nous avons pourtant fait valoir l'irrégularité de la citation, qui n'était pas signée, qui n'était pas tamponnée, avec non-identification du magistrat. Nous avons fait valoir l'enquête qui était totalement viciée avec un conflit d'intérêts mené par Philippe Guémas. Nous avons fait valoir les procès-verbaux falsifiés, trafiqués, frauduleux. Madame Adélaïde Galtier n'a rien trouvé à y redire, alors que son rôle lui impose, en tant que, je veux dire, c'est quand même le parquet, c'est le ministère public qui doit normalement protéger le peuple. Elle rend la justice au nom du peuple français. Elle a dit que non, c'est un problème de scan, la signature. Or là, il est bien démontré que ça ne peut pas être un problème de scan, puisqu'à partir du moment où il apparaît des signatures à droite, à gauche, et des phrases
enlever des phrases rajoutées, ce n'est pas un problème de scan, c'est un problème de modification. C'est frauduleux. Le procès verbal a été falsifié. Le commandant de police Serge Salté de Sablé est un faussaire corrompu. Il a violé l'article 429 du Code de procédure pénale. Ce sont donc des voyous, des criminels. Donc à partir de là, donc le délibéré a été mis, nous avons été entendus, ça a été mis en délibéré sous 15 jours, le 16 décembre 2022. Et donc le 16 décembre 2022, sans grande surprise, nous avons appris que nous avions été lourdement condamnés, mon mari et moi. Donc, nous avons été condamnés à 1 an de prison, 1 an de prison avec sursis délictuel, 3 ans de sursis probatoire et, la cerise sur le gâteau, interdiction d'approcher les mineurs. Pour un dossier… D'approcher les mineurs? Tout à fait. Un dossier financier. Parce que, tout simplement, c'est que le juge Jean-Michel Pérez, escroc au jugement, un criminel de premier plan, tout simplement, il a voulu nous mettre la totale de façon à nous accabler, à nous intimider, à nous mettre la totale pour que nous soyons fichés. Oui, mais pourquoi il parle des mineurs? Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, les mineurs? C'est la question que je me pose jusqu'à ce jour. C'est la question que je me pose. Mais c'est incroyable ça, ce truc-là. Il y a pas de mineurs, il y a pas de mineurs dans le dossier et il y a une condamnation pour les mineurs. Tout à fait. Je le dis haut et fort. Je produis le jugement à qui le veut. Il y a indiqué dans le jugement interdiction d'approcher des mineurs. Alors, les bras nous en sont. Mais il y a un sous-entendu qui est vachement ambitieux là-dedans. Comment, pardon? Il y a un sous-entendu qui est aberrant et tendancieux. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, c'est ni plus ni moins, c'est un règlement de compte. Il nous a mis la totale, il nous a mis la peine maximale, vu que nous avions un casier judiciaire vierge, il ne pouvait pas nous mettre de la prison ferme. S'il avait pu le faire, il l'aurait fait. Il nous a mis la sanction maximale. 1 an de prison. Tu penses pas qu'il a utilisé un copier-coller d'une autre condamnation? Ou il a même pas étudié votre dossier? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Puisque tous les faits dans le jugement, tout est détaillé. Ça fait bien référence à nous. Il ne peut pas y avoir d'ambiguïté. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais il ne peut pas y avoir une erreur matérielle quand on définit que tu as une condamnation sur des mineurs, alors qu'il n'y a aucune ligne sur des mineurs dans le dossier. Écoute, je suis à ce jour, le jugement a été rendu le 16 décembre, à ce jour, je suis comme toi, je suis abasourdi. Il n'y a aucune explication, objective, explication intellectuelle à cette condamnation. Interdiction d'approcher des mineurs. Il nous a mis la totale de façon à ce que nous soyons… Franchement, c'est plus qu'étrange, hein, franchement. Voilà. Écoute, moi, j'invite toutes les personnes qui le souhaitent à venir me rencontrer, donc la semaine prochaine, donc le mardi 13 juin, devant la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Nîmes. J'ai tous les éléments à ma possession. Je communiquerai tous les éléments à qui veut venir entendre ce qui se passe, constater tout ce qui se passe dans cette justice mafieuse et criminelle, et je montrerai le jugement qui fait référence à cela. Donc, je suppose que ce magistrat Jean-Michel Pérez, il a certainement quelques petites déviances pédophiles, et que quelque part, je veux dire, il fait référence à ses propres turpitudes à lui pour nous coller ça dans un dossier d'ordre financier, nous qui n'avons jamais eu affaire à la justice, qui sommes, je le répète encore une fois, des gens intègres,
honnêtes, travailleurs. Nous ne sommes pas des cas sociaux, nous ne sommes pas des complotistes, des affabulateurs des réseaux sociaux. Ok. Bon, bah écoute, Cécilia, qu'est-ce que tu as à dire de plus par rapport à ce témoignage d'aujourd'hui là? T'as quoi encore à dire? Parce que là, t'as fait pratiquement le tour du sujet là, pratiquement. Ben écoute, donc je tiens quand même. Donc j'ai parlé des procès-verbaux, j'ai parlé de la citation, j'ai montré tous ces individus là qui font partie de cette association de malfaiteurs en bande organisée. Donc, je rappelle que l'association de malfaiteurs en bande organisée, c'est prévu par l'article 450-1 du Code pénal. Une association de malfaiteurs, c'est quoi? C'est une organisation qui est structurée entre ses membres. Donc là, c'est démontré A plus B. En bande organisée, ça veut dire qu'il y a une préméditation. Donc là, c'est également démontré dans le cas d'espèce. Donc, ils se connaissent tous. Ils se sont tous concertés pour nous spolier, pour nous accabler, pour nous faire taire. Mais qu'ils sachent une chose, nous ne nous tairons jamais. Et je pense qu'ils nous connaissent. Ils savent comment nous sommes. Ils savent que nous sommes des résistants. Ils savent que nous avons des capacités phénoménales. Et donc, nous ne lâcherons jamais. Il faut que tout ça circule. Il faut que tout le monde le sache. Donc, je demande à tous ceux qui vont regarder cette vidéo de faire circuler un maximum cette information. Un maximum. Il faut que ça se sache. Et on pourra se redonner un rendez-vous après l'audience, l'autre, pour raconter cet épisode du tribunal c'est le 13 juin, hein, c'est ça que tu as dit, hein, c'est ça? Le 13, mardi 13 juin. Je précise quand même une chose, donc c'est que suite à ce jugement inique, frauduleux rendu par le magistrat mafieux, véreux, escroc jugement Jean-Michel Pérez, donc j'ai fait une déclaration d'exception de nullité que j'ai adressée jusque dans l'Europe. J'ai adressé ça au ministère de la Justice, au Conseil supérieur de la magistrature, à toutes les instances, à toutes les hautes instances, et j'ai également déposé plainte. J'ai déposé plainte contre la juge d'instruction, j'ai déposé plainte contre le commandant Serge Saleté de Sablé, le faussaire, j'ai déposé plainte contre le commandant de police et j'ai déposé plainte contre maître Olivier Maurice pour escroquerie au jugement, faux et usage de faux. Donc, et j'ai indiqué à la magistrate qui envisage de nous entendre le 13 juin, Madame Nadine Moutet, qu'il n'y aura pas de procès le 13 juin. Tout simplement, c'est que tout est fondé sur du faux. Donc, notre relax s'impose. De toute façon, le jugement de première instance est annulé par la déclaration d'exception de nullité. Et là, il ne peut pas y avoir un jugement sur du faux. Cette affaire, elle ne va pas en rester là. Donc, j'ai déposé plainte et donc, il ne peut pas y avoir de poursuite. Les criminels, ce sont eux et non nous. Et je tenais quand même, pour en conclure, que concernant ce que je disais tout à l'heure sur la juge d'instruction, que je considère comme analphabète, voici les soins transmis qu'elle adresse au procureur de la République. Donc, on peut noter, mais je ne sais pas s'il y a possibilité de faire des gros plans, des zooms sur les documents, mais on peut noter que pour une juge d'instruction, ça laisse à désirer quand même le niveau d'écriture. Elle ne sait même pas écrire son nom. Elle ne sait même pas écrire son nom. Bon, bah écoute, c'est écrit dans un français approximatif, c'est raturé, c'est criblé de fautes, D'accord. Elle ne sait même pas écrire son nom. Donc, on ne va pas me faire croire à moi, qui ai fait du droit, que Madame Constance de Franceschi est diplômée. Alors, elle est qualifiée de vice-présidente chargée de l'instruction, vice-présidente. Elle est actuellement, donc elle était à Avignon, elle est actuellement sur Carpentras. On ne va pas me faire croire que ça, c'est juge d'instruction et que ça sort de l'École nationale de la magistrature. Là, il faut arrêter. Parce que les faux diplômes, les plagiats, tout ça, ça suffit. Parce que moi, j'en sais quelque chose sur ça.
Ok. Bon là, ça c'est une chose à enquêter, hein, parce que là, franchement, c'est quand même c'est particulier. Donc moi, je suis assez étonné que ça soit écrit manuscrit et pas tapé, d'accord? Mais bon, c'est comme ça arrive. En tout cas, Cécilia, on va en terminer, d'accord? Je vais te donner rendez-vous pour l'après-audience de l'autre fois, la prochaine fois, d'accord? Tu reviendras, mais pour aujourd'hui, ben, je pense que tu as fait le tour du sujet et je te remercie de ton témoignage. Et on va essayer de Ben faire voilà, avancer on va essayer de faire avancer la vérité, d'accord? tout à Ok? fait, Christophe. Et je demande à tous ceux qui vont visionner cette vidéo de partager un maximum, un maximum, un Ok. maximum. Mais moi, Et que les gens, je voilà, t'enverrai et que les les liens, gens je n'aient pas t'enverrai les. peur, et que les gens n'aient pas peur de dire les noms, de me les montrer, de montrer leurs photos. Montrer leurs photos. Il faut les identifier. Il faut identifier ce cancer qui nous pourrit l'existence, ce cancer. Il faut les identifier, les nommer, les désigner. Les victimes, c'est nous. Les coupables, ce sont eux. Qu'on ne se trompe pas de cible. Et notre place n'était pas dans ce tribunal. Parce que si Madame Constance de Franceschi, criminelle, mafieuse, analphabète, avait fait son travail, quand elle avait été désignée en tant que juge d'instruction, maintenant ces malfrats seraient en prison et nous, notre statut de victime aurait été reconnu. Et nous n'en serions pas là. Notre place n'est pas dans ce tribunal. Nous sommes des gens honnêtes. Donc, il est hors de question que nous ne nous laissions faire. C'est Ok. hors de question. Bon. Merci pour ton message de fin. Et j'envoie le générique de fin et je te dis à très bientôt, d'accord, pour un autre rendez-vous. Ok? Ça te va, Cécilia? Merci, Christophe. Je t'envoie Merci les tout le monde. liens. Bonne journée à tout le monde. Ok. Merci, Cécilia. Au revoir.